Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui la musique se livre sur Earth, Wind & Fire et je suis ravi de recevoir Belkacem Méziane pour sa biographie sur Earth, Wind & Fire publiée chez Le Mot et le Reste. Belkacem Méziane, bonjour. Bonjour Raphaël Melki. En octobre 2019, je recevais Belkacem Méziane pour parler de Maurice White, le fondateur de Earth, Wind & Fire. À l'époque, nous mettions en avant son autobiographie exclusivement disponible en anglais et Belkacem s'en faisait le porte-parole. En effet, je voulais parler de Earth, Wind & Fire en général et du travail de Maurice White en particulier. À la fin de l'émission, mon invité concluait en disant « Ce serait bien qu'un éditeur ait le courage de traduire ce livre car Maurice White n'est pas un grand personnage du funk, mais un grand personnage de toute la musique de la deuxième partie du XXe siècle. » Une fois les micros coupés, alors que nous sortions du studio, je me souviens lui dire « Mais pourquoi tu ne fais pas le livre français sur Earth, Wind & Fire vu l'attachement que tu as pour ce groupe? Si quelqu'un doit le faire, c'est toi. » Alors j'entends déjà les grincheux imaginer que je puisse me dire que j'ai le moindre lien avec l'ouvrage qui nous réunit aujourd'hui. Bien sûr que non, je ne vois là qu'un souhait exaucé par le travail monumental que vient de réaliser Belkacem Méziane. Earth, Wind & Fire, c'est plus de 50 ans de carrière, des tubes planétaires, des albums mythiques, des concerts d'une puissance rare. C'est un groupe qui a su nous faire danser et nous émouvoir, tout en portant un message universel de paix et d'amour, de spiritualité et de symbolisme. C'est justement une plongée dans cette œuvre imposante que nous vous proposons de faire pendant l'heure qui suit. Belkacem Méziane, vous détenez la palme de l'invité que j'ai le plus reçu ici. Vous avez d'ailleurs le double des clés maintenant, vous arrivez 15 minutes avant moi, vous vous installez, vous préparez tout, c'est magnifique. Vous êtes musicien et conférencier. On vous présente comme l'un des grands spécialistes du funk et de ce qu'on appelle la black music de manière plus générale. Vous avez publié Night Fever, 100 hits qui ont fait le disco, This Is How We Do It, 40 ans de R&B en 100 albums, Rhythm and Blues, Jump Blues, Doo-Wop, Soul Music 100 hits de 1942 et 1965 et vous venez de rééditer votre célèbre On The One, l'histoire du funk en 100 albums avec quelques ajouts et modifications. Vous co-animez un des meilleurs podcasts français qui s'appelle Jams of the Year, qu'il faut vraiment écouter, et vous êtes ici aujourd'hui pour votre livre sur Earth, Wind & Fire. Bienvenue mon cher Belkacem. Merci beaucoup Raphaël Melki. Alors de tous les groupes dont vous connaissez l'histoire par cœur, sur lesquels vous avez travaillé des conférences toujours ultra documentées, de tous les artistes illustres qu'on peut trouver dans le funk, la soul, le R&B, le jazz, le rhythm and blues, tout ce que vous avez déjà abordé, pourquoi avoir choisi Earth, Wind & Fire pour votre 5e livre? 5e livre, exactement. J'ai choisi Earth, Wind & Fire parce que je savais que cette biographie allait m'amener vers pas mal de choses. Pas mal de sujets différents qu'on aura l'occasion d'aborder pendant cette émission et la chose aussi c'est que Earth, Wind & Fire est un groupe assez mal compris, même si ce serait prétentieux de dire que dans ce bouquin il y a enfin la vérité sur Earth, Wind & Fire. Non, pas du tout. Il y a un petit peu plus de travail que ce qu'on avait l'habitude de lire sur ce groupe, mais j'ai remarqué au fur et à mesure du temps qu'on résumait souvent à quelques hits discoisants, un petit peu
un petit peu, on va dire, faciles ou évidents, comme September, Boogie Wonderland, qui sont des monuments bien sûr, mais j'avais l'impression que Earth, Wind & Fire n'était pas connu dans son essence même, c'est-à-dire vraiment le mélange des genres et le fond spirituel qu'on trouve dans les paroles, et même parfois dans des hits comme Fantasy, qui parlent de réincarnation, enfin qui abordent ce genre de sujet. Et c'est vrai que quand on danse sur une piste de danse dans une discothèque, on fait pas forcément attention aux paroles, mais quand on est chez soi et qu'on détaille un petit peu, qu'on explore clairement la philosophie du groupe et de Maurice White, bien sûr, parce que c'est le personnage central de cette histoire, on s'aperçoit que ça va bien plus loin et que ça touche des domaines qui sont pas toujours mentionnés dans ce que j'ai lu au fur et à mesure du temps. Alors, au niveau du travail de recherche, parce qu'on sait que vous êtes assez méticuleux, est-ce qu'on trouve facilement de la littérature, des articles et des archives d'un groupe qui officie depuis plus de 5 décennies, dont le créateur a eu plusieurs vies avant, et même si effectivement, on le voit dans le livre, on l'avait vu lors de notre première émission, mais on le voit dans le livre, Maurice White est central et au cœur de l'existence de ce groupe, il y a une figure que les gens apprécient aussi, qui est Philippe Bellet, qui est cette voix que souvent on attribue à Earth, Wind & Fire, parce qu'il y a pas mal de succès où il officie de manière magistrale. Donc vous avez été aussi obligé de vous inspirer, mais de vous intéresser un peu plus à cette figure. Comment on pioche dans une vie qui commence il y a à l'ère juste après les dinosaures? Déjà par 2 grosses biographies, autobiographies, celle de Maurice White, dont on avait parlé dans le précédent épisode, et celle de Philippe Bellet aussi, qui qui confirme beaucoup ce que dit Maurice White aussi, parce que le problème des autobiographies ou des interviews, c'est que parfois on peut douter de la véracité, on peut douter aussi de la mémoire des personnes. C'est juste la mémoire qui fait défaut. Oui, là, et puis il y a certaines choses que met en avant Philippe Bellet justement dans son autobiographie qui sont pas tout à fait exactement ce que dit Maurice White, mais quand on croise ces 2 bouquins-là, il y a un bouquin en anglais sur Earth, Wind & Fire. Il y a aussi beaucoup d'articles, des documentaires, des interviews, beaucoup d'interviews récentes, puisque Verdine White, le frère de Maurice White, Philippe Bellet et Ralph Johnson, qui sont les trois personnes qui restent, en tout cas des originaux si on peut dire, et qui tiennent aujourd'hui Earth, Wind & Fire. Qui tournent toujours. Voilà, qui tournent toujours, donnent beaucoup d'interviews. Ils sont très sympa, c'est nul à dire, mais moi j'ai eu ils sont généreux, disons. Ils sont très généreux et très respectueux aussi moi j'ai eu la chance de les interviewer, alors très court avec plusieurs autres journalistes, et sincèrement ils sont prêts à donner pas mal de détails, ils sont très loquaces, et donc on a quand même dans les interviews, dans pas mal de choses, on a la possibilité de reconnecter. Et puis après, il faut aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire que il y a Chess Records, là où Maurice White a travaillé, donc on a aussi des biographies de Ramsey Lewis, d'autres personnes aussi, des interviews de producteurs comme Gene Barge, qui est quelqu'un d'important aussi, qui vont confirmer certaines choses que Maurice White dit. On a aussi, on est à l'ère d'Internet, on a les référencements des singles, on a les dates, ce qu'on n'avait pas il y a 20 ans. Et donc en recollant, moi je sais que dans mon bouquin, j'ai mis parfois qu'on pouvait pas préciser exactement tel ou tel si Maurice White figurait sur tel ou tel single, parce que faut pas mentir dans un bouquin, faut dire clairement les choses, faut dire que on a des doutes sur son jeu, mais c'est une biographie qui m'a pris une bonne année et demie. J'imagine. Je vais faire une parenthèse, je connais votre podcast Jams of the Year, sur lequel vous avez des épisodes qui durent 3, 4 heures et demie. Nous avons 58 minutes ici. Voilà, je voulais juste... Oui, mais vous inquiétez pas, on a l'habitude, on en est à la 6e ou 7e édition. Donc, Alors, justement, nous n'allons pas refaire la même émission que celle sur Maurice White de 2019. Néanmoins, on a le même point de départ. Vous avez souhaité que l'on parle des débuts du jeune Maurice. Vous racontez qu'en 1965, Maurice White cumule des études, des concerts, des enregistrements chez OK Records sans se détourner du label Chess que vous venez d'évoquer.
On avait déjà parlé de ce label à l'époque, évidemment. C'est ainsi qu'on le retrouve sur We're Gonna Make It de Little Milton. On débute ainsi votre playlist et vous nous parlez ensuite de tout ce beau monde. We may not have a cent to pay the rent, but we're gonna make it. I know we will. We may have to eat beans every day, but we're gonna make it. I know we will. And if a job is hard to find, and we have to stand in the welfare line, I got your love and you know you got mine. So we're gonna make it. I know we will. We may not have a home to call our own, but we're gonna make it. I know we will. We may have to fight hard. Alors, Belkacem, en quelques mots, racontez-nous les jeunes années de Maurice White et pourquoi on écoute Little Milton. Pardon. Alors Little Milton, c'est un numéro 1, enfin le morceau qu'on vient d'écouter, We're Gonna Make It, qui est sorti donc en 65. C'est une période où Maurice White travaille chez Chess Records, Argo et Cadet qui sont deux filiales aussi, parce que on dit toujours Chess Records, mais il y avait une branche plus jazz où Maurice White a joué avec Sonny Stitt, Sonny Chris et d'autres personnes, des musiciens de jazz vraiment. Et donc c'est une période où il travaille énormément, où il va être le batteur qu'on engage pour ce genre de titre-là, un petit peu soul, enfin un petit peu, complètement soul même. Au tout début, il faisait pas forcément des albums de jazz pur, mais il était réputé pour justement savoir reproduire le beat de Motown et de tous les labels qui font à ce moment-là la soul music. Là, il a quel âge à peu près ? Là, il a 24 ans. D'accord, ok. 24 ans, il a, quand vous lirez la bio, en tout cas pour les auditeurs, vous verrez qu'il a un parcours par rapport à la batterie. Il était chanteur aussi, il a d'abord été chanteur de gospel, de doo-wop, et c'est en arrivant à Chicago qu'il a vraiment, parce qu'il est de Memphis à l'origine, et en arrivant à Chicago à l'âge de 20 ans, il a vraiment développer son jeu de batterie parce qu'il jouait dans les fanfares, etc., même à l'école. Mais là, vraiment, à Chicago, il met les bouchées doubles et il travaille avec un monsieur qui s'appelle Louis Satterfield, qui est un bassiste, qui va être vraiment son binôme, et puis d'autres personnes aussi, mais Louis Satterfield est important puisqu'il va le faire rentrer chez Chess Records. Et que à cette époque-là, comme chez Motown ou chez Stax, on a les musiciens de studio, les musiciens maison, et donc Maurice White fait vraiment partie de cette écurie-là, et il passe ses journées à travailler avec des producteurs incroyables, comme je disais tout à l'heure, Gene Barge et plein d'autres. Il y aura Charles Stepney et encore d'autres. Donc c'est un moment où il sait pas encore tout à fait qu'il va créer Earth, Wind & Fire, et c'est aussi un moment où il va découvrir la vie urbaine et une philosophie, oui, disons qu'il y a vraiment cette différence entre ce qu'il connaît dans le sud, qui est vraiment, là on a le gospel, on a les valeurs traditionnelles, etc. Et quand il arrive en ville, il découvre le yoga, il découvre la politique, il découvre l'afrocentrisme, il découvre l'engagement politique qui correspond plus à des ghettos urbains de Chicago, New York, etc. Et donc là, il y a entre 62 et 68, 69, il y a en même temps une évolution musicale parce qu'il joue énormément, il enregistre énormément de choses pour OK Records aussi, pour un monsieur comme Curtis Mayfield, Carl Davis. Voilà, c'est pas des noms que je balance comme ça, mais c'est vraiment des personnes qui l'ont engagé volontairement parce qu'il avait ce jeu. Mais c'est aussi cette période qui va en même temps où il va en même temps développer la philosophie qui va insuffler dans Earth, Wind & Fire. Alors, autre nom indissociable des jeunes années de Maurice White, celui dont vous dites qu'il l'impressionne par son éloquence et son élégance, Ramsey Lewis. En mai 1966, il enregistre l'album Wade in the Water et va placer le single du même nom à la 3e place du classement R&B. Alors oui, Ramsey Lewis, c'est la personne qui va l'engager pendant 2-3 ans.
même peut-être un petit peu plus, 3-4 ans on va dire, et c'est grâce à lui qu'il va faire le tour du monde, enfin en tout cas de l'Europe, le Japon, peut-être l'Amérique du Sud aussi à cette époque-là. Et donc Ramsey Lewis est une immense star. Wade in the Water, qui est un gros standard du spiritual, va devenir un des gros hits de cette époque-là. Et là, le jeu qu'on va entendre, la batterie qu'on va entendre, c'est donc Maurice White. Et c'est aussi la période où Maurice White commence à jouer de la kalimba, et c'est grâce à Ramsey Lewis sur un album, et puis même sur un live, il va lui dire voilà, faut que tu amènes ta kalimba sur scène, pendant que tu fais ton solo, tu t'arrêtes et tu viens devant. Donc lui était très timide, Maurice White, il a un caractère vraiment secret, timide, et il est influencé, il est impressionné, mais il va obéir entre guillemets aux ordres de son patron, et il va développer ce jeu de kalimba grâce aussi à Ramsey Lewis. On va écouter quelques instants le jeu de batterie de Maurice White. Cru que le premier album d'Earth, Wind & Fire était The Need of Love de 1971, mais c'est une erreur, voilà, je le confesse. L'album éponyme Earth, Wind & Fire est sorti en mars 1971. Sur les plateformes, ils font l'inverse, donc je me suis laissé avoir. Et puis par la construction de ces disques. Bref, mon avis compte peu, ce qui m'intéresse c'est le regard de Belkacem là-dessus, puisque vous avez choisi le titre Help Somebody de ce premier album d'Earth, Wind & Fire. Avant de l'écouter, parlez-nous rapidement du début du groupe et des premiers disques donc. Alors justement, la transition avec Ramsey Lewis, elle se fait en 69. Il a envie d'être indépendant. Pour l'instant, il n'a pas encore tout à fait les moyens. Il va s'associer à deux personnes, Don Whitehead et Wade Flemons, qui sont deux personnes qui... Wade Flemons, c'est un peu plus connu, c'est un chanteur de soul de Chicago, compositeur. Et ils vont créer de Salty Peppers. Ils vont créer aussi une boîte de production où ils espèrent vendre des morceaux à Chicago. Et finalement, ça marche pas tant que ça. Les Salty Peppers ont quelques singles, mais c'est pas... Ça décolle pas énormément, et puis il a l'espoir qu'à Los Angeles ça puisse décoller un petit peu plus, donc il emmène tout ce beau monde avec d'autres personnes aussi qui vont le suivre, et c'est à Los Angeles que vraiment Earth, Wind & Fire va se créer autour justement du signe astrologique, parce que je disais que justement entre 62 et 69 il va découvrir tous ces domaines spirituel, si on peut dire, et l'astrologie particulièrement. Et donc la terre, le vent, en fait c'est l'air, et le feu sont les trois éléments dominants de son signe astrologique, et il va utiliser ces trois noms, ces trois mots, si on peut dire, pour désigner son groupe. Et quand il arrive à Los Angeles, il va prendre des musiciens. C'est intéressant parce que je donne un petit peu le CV des quelques musiciens, et c'est des musiciens qui viennent du monde du jazz, du free jazz, de l'afro jazz aussi beaucoup. C'est des gens qui sont très portés sur le new age, sur le black power, et donc dans le premier album on a la suite des Salty Peppers, mais avec cet esprit un peu plus californien, mais un petit peu plus militant, on va dire, qui va pas disparaître, mais qui va s'estomper au fur et à mesure. Et dans le premier album, on a un morceau comme Help Somebody, qui est un message à l'aide, à la solidarité, non seulement communautaire, mais un petit peu plus large. Donc rien que par les trois mots choisis, c'est bien ce que vous décrivez tout au long du livre. Earth, Wind & Fire, c'est un groupe avec de nombreuses personnes, comme on peut le voir sur votre couverture, mais qui est signé de la main de Maurice White et de son empreinte, pas dictatoriale, mais en tout cas, c'est le patron, et on va le voir tout autour tout au long de cette émission avec les autres disques. Mais
c'est son œuvre. C'est son œuvre et ça, c'est aussi le cheminement depuis qu'il est tout enfant. Ça, j'ai essayé aussi dans le bouquin de raconter son enfance parce que pour moi, c'est vraiment très important de comprendre qui est Maurice White enfant, ce qui lui arrive avec ses parents, avec la personne qui va le garder, qui s'appelle Mama, Elvira Robinson. Le cheminement aussi par rapport à la couleur. Lui, il est clair de peau. Il est un petit peu entre les noirs. Il se fait critiquer par ses copains noirs qui lui disent toi t'es un blanc mais t'es pas aussi noir que nous. Et donc c'est un cheminement spirituel qui va déterminer justement toute cette philosophie, toute cette spiritualité. Et donc oui, Earth, Wind & Fire, c'est Maurice White, bien sûr. C'est aussi toutes les personnes qui vont arriver, dont on va parler très vite. Janvier 1973, le groupe commence à travailler sur leur 4e album, Head to the Sky. Ça ne chôme pas. Bernie Grundman va masteriser l'ensemble. Si je parle de cet ingénieur du son, c'est qu'il va devenir un maître en la matière. Vous dites que Head to the Sky est une incursion dans les univers musicaux afro-cubains et brésiliens. Cloche, timbales, conga, bongo, guiro. Vous me préciserez tous ces instruments que je découvre grâce à vous. Cuica et autres percussions agrémentent les grooves funk ou latins. Si le groupe avait déjà démontré son éclectisme, là c'est encore plus prégnant. Alors ce qu'il faut dire aussi, c'est que les personnes qu'on entend là sur le Help Somebody et ceux qu'on va entendre sur le morceau de Head to the Sky, là on n'a plus du tout la même équipe. C'est-à-dire que Maurice White a embauché son jeune frère à la basse et ils vont rester seulement tous les deux, puisque tout le monde va partir parce que il critique le leadership de Maurice White et puis qu'il n'y a pas assez de concerts, que les albums se vendent pas super. Ils sont quand même enregistrés chez Warner, publiés chez Warner, les premiers albums. Et il y a beaucoup de soucis avec Warner aussi, puisqu'il y a c'est pas un moment où Warner mise beaucoup sur la musique noire américaine et particulièrement le funk. Et donc toutes ces personnes vont partir. Toutes les personnes qu'il a embauchées justement à Los Angeles, et il va récupérer justement ce Philippe Bellet dont on parlait au début, Larry Dunn qui est son ami, qui est un clavier, Al McKee qui est un guitariste qu'il a rencontré tout au long de la fin des années 60 et qu'il a vraiment envie d'embaucher, un autre monsieur qui s'appelle Johnny Graham, un saxophoniste qui s'appelle Andrew Woolfolk. C'est les personnes que je mentionne parce que c'est grâce à eux que Maurice White a pu concrétiser son rêve et mettre en œuvre tout ce qu'il a mis en œuvre. Et donc le mélange entre musique brésilienne, musique latine, funk, même le rock aussi, tout ça c'est aussi le cheminement musical là, plus que spirituel de Maurice, puisque dans les années 60 il joue beaucoup de blues, beaucoup de choses comme ça. Il est chez Chess où il y a Chuck Berry, il y a Bo Diddley, donc il connaît cette musique là, mais il a aussi un amour aussi pour Sergio Mendes, pour des groupes du Brésil. Et donc c'est d'abord lui qui insuffle ça, mais les jeunes musiciens qu'il va embaucher à partir de 72 sont aussi des musiciens très très portés sur les mélanges, puisque après Woodstock on a dans le funk énormément de fusion, et donc Earth, Wind & Fire à ce moment-là est là la concentration de toutes ces influences ou inspirations. On écoute un immense classique et un immense morceau.
sommes à l'époque où les grands disques s'enchaînent et on va parler de That's the Way of the World de 1975. Avant l'enregistrement de ce disque, vous nous parlez de l'état d'esprit de Maurice White. Vous évoquiez déjà dans la présentation de son autobiographie un personnage qui pouvait s'isoler même si son implication dans le groupe était immense. En témoignent ces mots dans votre livre. Maurice vit à ce moment-là une période pleine de bouleversements alors que sa compagne Evelyn Carter vient de donner naissance à leur fille Emeya. Il apprend que sa mère a un cancer du sein. Constamment en tournée ou en studio, il ne peut être présent ni pour sa femme, ni sa fille, ni pour veiller sur sa mère malade. Bien que cette situation l'embarrasse et qu'il aime ses proches, Maurice n'est pas du genre à stopper sa carrière par simple empathie. Pour faire face à toutes ces interrogations, il s'isole souvent du reste du groupe pour méditer et lire. Un homme complexe. Complexe, je ne sais pas s'il est complexe, mais en tout cas, il est... oui, comme force de caractère. Une force de caractère. Mais je pense que de toute façon, ça a à voir aussi beaucoup avec son enfance. Ouais, toujours, on y revient. Alors moi, je suis pas psychologue, je suis pas psychanalyste, mais j'ai fait les liens qui me semblaient évidents, puisque même quand il est enfant, il y a une anecdote, il reçoit de son beau-père, parce qu'il a un beau-père à Chicago qui va rejoindre avec sa nouvelle famille, avec son demi-frère Verdine White justement. Il a un cadeau, c'est une bicyclette, et il passe son temps sur sa bicyclette seul. Et puis même, d'ailleurs, c'est une bicyclette qui va l'aider à livrer des journaux, mais déjà à ce moment-là, il a très peu d'amis, il est souvent seul. Un des rares amis qu'il a, c'est Booker T. Jones, qui va devenir organiste chez Stax, et David Porter, qui est aussi un compositeur chez Stax, mais il a vraiment que ces deux amis-là quand il est enfant, et il passe beaucoup de temps tout seul, ou en tout cas à aider la personne qui l'élève, qui s'appelle donc Mama. Donc je pense que ce côté solitaire, ça vient aussi de cette époque-là, et puis la méditation qui est arrivée, comme je disais, à Chicago dans les années 60, le yoga, la lecture aussi. Je pense que Maurice White avait besoin de toujours s'isoler, parce qu'il passait énormément de temps avec ses musiciens, puis il a passé énormément de temps dans les années 60 à jouer avec tout le monde, tous les gens de Chicago, que ce soit du jazz, du blues, sur scène ou en studio. Et donc c'est une personne qui a dû parfois s'isoler pour continuer à avoir la force de créer tous ces superbes albums, quoi. Je vous coupe un instant, j'ai demandé à la régie de monter le son pour ce final incroyable de ce titre, si vous voulez bien, Kassem. Voilà, c'était un petit plaisir pour finir un morceau comme ça. Non mais parce que vous dites oui, il y a Phil Bailey qui arrive comme ça, comme si c'était un chanteur qui n'est nulle part. Bon, voilà. Juste, c'était la petite leçon. Phil Bailey, on a un retard colossal, mais c'est pas grave. Alors juste un petit détail, forcément, vous me connaissez. Les voix qu'on entend sur tous les albums des années 70, c'est Maurice White et Philippe Bailey. C'est-à-dire qu'ils se doublent en studio. Et donc là, ce qu'on vient d'entendre, je réagis à ce petit passage, c'est Maurice White et Philippe Bailey seulement. Ouais. Après, sur scène, ils vont adapter, ils vont faire chanter les autres musiciens. Mais en studio, c'est que, donc, parfois, quand on a 4-5 voix, c'est toujours eux. Et ça vient aussi du passé de chanteurs gospel et doo-wop de Maurice White qui atteignaient les mêmes notes aiguës que Philippe Bailey, en fait. Et c'est ça qu'on ne sait pas trop, parce qu'on voit toujours Philippe Bailey. Exactement, on a l'impression qu'ils se répartissaient les deux registres. Maurice White pouvait atteindre des aigus incroyables. Waouh. Bon, un petit mot sur Happy Feeling qu'on va écouter, mais bon, voilà. J'aime beaucoup ce morceau. C'est une excellente raison. Non, c'est tiré de That's the Way of the World, qui est une BO d'un film de série C, série B. On a oublié le film, mais on a oublié le film, voilà. Mais le titre qu'on avait diffusé à la première émission, c'était Shining Star, qui est le hit qui va les faire connaître vraiment au niveau national, numéro 1 R&B, numéro 1 US. Là, j'ai choisi Happy Feeling parce que aussi on va pouvoir entendre la kalimba. Là, ça fait 6 ou 7 ans qu'il en joue. Là, il est vraiment devenu un maître. Et dans mes recherches sur les sites qui parlent de kalimba, il y a toujours
un onglet Maurice White. C'est-à-dire que c'est vraiment l'artiste au niveau mondial qui a fait connaître cet instrument qui est en fait ancestral et donc Happy Feeling est non seulement très funk mais très porté sur la kalimba. Nous allons maintenant évoquer la force et l'énergie que procure la présence de la planète Jupiter dans le signe astral de Maurice White. Rien que ça. Plus sérieusement, Jupiter, de l'album All in All, est l'archétype de la tuerie funk dont est capable Earth, Wind & Fire. Du chant au rythme en passant par les cuivres et le groove, tout y est. Encore un album avec une pléiade de chefs-d'œuvre. On est en 1977. Bon, alors, pour détailler, ça va être difficile de détailler, mais comme je parlais de l'astrologie tout à l'heure, il y a un lien avec Jupiter. Et c'est vrai que ce que je dis dans le bouquin, c'est quand on entend ce morceau, Serpentine Fire ou d'autres, on n'a pas, on capte pas tout de suite le message ultra spirituel. Serpentine Fire parle de yoga, de l'énergie du yoga et des chakras, etc., etc. Mais c'est vrai que quand on est en train de danser sur une piste de danse, on voit pas qu'en fait ces morceaux-là parlent d'astrologie, de yoga. Donc c'est un hit qui est encore joué aujourd'hui sur scène. C'est vraiment, ça a été un gros hit. Il y a Serpentine Fire est bien plus costaud en termes de vente, mais c'est une période où je pense que c'est l'album représentatif de Earth, Wind & Fire, All in All, avec il y a un temple, le temple d'Abu Simbel en couverture. À l'intérieur, il y a tous les symboles, que ce soit Jupiter, la croix de David, l'étoile de David, pardon. On a une statue de Bouddha, etc. Donc on voit bien que Maurice White dans cet album a voulu mettre un petit peu tous les symboles auxquels il croyait, et donc Jupiter en fait partie. Et puis je laisse les gens explorer un petit peu plus la symbolique de Jupiter dans le signe du Sagittaire, puisqu'il est Sagittaire, Maurice White. Et forcément c'est un morceau que j'adore pour tout ce que vous avez dit, le groove, les cuivres, etc. Bon, comme toujours, on est obligé de passer des extraits. On vous invite à écouter les morceaux en intégralité, ainsi que l'album. On écoute tout de suite Jupiter. Deep was that the test of what the might discovery.
1977, c'est aussi la période où Kalimba Productions est très productif. Pour illustrer la somme de travail que les membres de Earth, Wind & Fire et Maurice White abattent, vous avez choisi le morceau de Dennis Williams, Baby Baby My Love's All For You. C'est une des productions donc de Kalimba, la société de production de Maurice White. C'est composé par Verdine White, donc le frère qui produisait aussi des choses, hein. Ça aussi j'en parle beaucoup dans le bouquin des productions annexes, mais je trouvais intéressant quand même de passer un morceau de cette personne-là qui avec les Emotions, avec Ramsey Lewis aussi et Pockets, un groupe de funk disco on va dire. Il y a eu quand même pas mal de productions, ce qui fait que écouter Earth, Wind & Fire, c'est écouter non seulement les albums d'Earth, Wind & Fire, mais c'est aussi écouter The Emotions, Dennis Williams, et tout ce que je viens de dire. C'est aussi pour exprimer, illustrer la force de travail de ces personnes-là, de Maurice White. Alors producteur, c'est des fois il composait, des fois il était seulement là en termes d'arrangement et tout, et des fois il était là juste pour l'argent. Mais quand on imagine que Earth, Wind & Fire a une vingtaine d'albums déjà en son nom, plus le double ou le triple en termes de production, moi ça m'a toujours impressionné de voir ce gros travail. Mais on se rend compte aussi que dans ces années-là, ils font le son de l'époque. C'est-à-dire que là, ils sont vraiment, que ce soit par le biais de leur groupe ou voilà, qui ont influencé tout ce qui va venir dans les années suivantes. Vous lisez très bien dans les livres consacrés au genre, notamment le R&B moderne, le funk, etc. Mais aussi à ce qui va se produire à la fin des années 70 et début des années 80. Avec ce morceau, on est vraiment dans les sons qui vont cartonner dans les mois, années qui suivent. Ouais, bien sûr, oui, c'est Earth, Wind & Fire avec Parliament à cette époque-là, le groupe de George Clinton, sont vraiment les deux entités funk les plus influentes. Il y en a d'autres, hein. Kool and the Gang, Ohio Players, on en a parlé pas mal de fois, mais Earth, Wind & Fire va vraiment marquer tout le funk de l'époque, et j'ai même listé une bonne quinzaine de morceaux très 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 influencés des Bar-Kays, des Commodores ou de Cameo, qui sont pas des copies mais très inspirés par Earth, Wind & Fire. Donc le son d'Earth, Wind & Fire, où il va influencer même ce que vous disiez, les productions de Quincy Jones, des Brothers Johnson, ou Michael carrément, Off the Wall. On est vraiment là-dedans. Donc c'est pour ça aussi que ce bouquin, je suis content de l'avoir sorti, parce que voir Earth, Wind & Fire seulement comme une succession de hits, c'est une chose, mais aussi il faut vraiment comprendre l'influence. Comme un monsieur qui s'appelle Sly Stone, qui a énormément influencé dans les années 70, comme James Brown, voilà, c'est des gros bouts, et on a raison de parler de ces personnes-là. Vous êtes bien trop généreux, Belkacem. Conclusion, on n'écoutera pas Baby Baby My Love's All For You, en dehors de nos auditeurs qui ont pu l'entendre sur votre belle voix. Et donc on va enchaîner. Vous avez l'habitude, Raphaël Melki, vous avez l'habitude. Vous expliquez que l'enregistrement de l'album I Am avait causé des troubles dans le groupe, et que Maurice White va tenter de raviver la flamme avec l'album Faces et la manière dont il va mettre en œuvre sa réalisation. Nous sommes à cheval entre la fin de l'année 79 et l'année 1980. Malgré un disque d'or, Maurice White va vivre la réception de ce disque comme un échec. Bah oui, parce qu'il se vend pas aussi bien. Il est peut-être trop audacieux de sortir un double. Il y a beaucoup de morceaux, il est dense, mais souvent c'est revenu dans les interviews, que ce soit lui ou Philippe Bellet. C'est peut-être la période la plus créative et la plus où ils se sont sentis vraiment le plus unis. Juste avant, peut-être pas la dégringolade, mais disons qu'Al McKee, le guitariste principal, compositeur de September, de Best of My Love et de plein d'autres choses, va partir. Et puis petit à petit, c'est aussi l'arrivée de David Foster, un pianiste qui va composer pas mal de choses, et encore d'autres jeunes producteurs et jeunes compositeurs qui vont se greffer. Et donc l'unité dont je parle pendant toutes les années 70 d'Earth, Wind & Fire va un peu se déliter à ce moment-là. Ce morceau incroyable qui est Faces, je précise pour les gens qui nous écoutent, on va écouter qu'à peine une minute, c'est incroyable, il y a plein de, il faut plein de mouvements, il y a plein de moments, là, faut vraiment rentrer dedans. En un mot. C'est pour moi un des meilleurs morceaux d'Earth, Wind & Fire en termes d'improvisation, de composition. Et là, on voit vraiment les capacités musicales de ce groupe. Pour vous, il y a de l'improvisation dans ce morceau, c'est pas écrit.
Si, enfin, en termes de solo D'accord. aussi, il y a beaucoup de, il y a de l'improvisation dans le sens où toutes les parties chantées et tout, elles sont bien sûr définies, évidemment. composées et tout, mais après, ça laisse libre cours aussi à pas mal de solos et justement à du jam comme on il pourrait garde avoir l'esprit sur free jazz de sa jeunesse, même dans des disques aussi qui semblent aussi cadrés. Quoi. Bah oui, Faces, et on a vraiment l'impression, enfin, c'est des morceaux qui peuvent être joués tels quels sur scène par rapport à d'autres choses qui sont dans les albums, qui sont peut-être un peu trop produites. J'aurais pas dû vous relancer. Je m'en veux terriblement. Le 12e album de Earth, Wind & Fire sort en février 1983, il s'appelle Powerlight. Ce disque arrive après Raise, où on trouvait le mastodonte ultra connu Let's Groove. Avant que vous nous parliez de votre choix, vous racontez l'état d'esprit de Maurice White de cette période. Vous dites qu'il ressent une forme de lassitude envers une partie de la production soul-funk, notamment celle qui exploite les recettes de Earth, Wind & Fire, puisque ça y est, c'est devenu un groupe influent. Donc il commence à entendre un peu ces recettes un peu partout. Et ses oreilles sont attirées davantage par les productions électro-funk de Prince. Ça y est, le mot est posé. C'est le mot à placer dans chaque émission. Hein, donc c'est posé là. Je ne fais que vous citer. Jimmy Jam et Terry Lewis, Midnight Star, One Way, Zap et celles de groupes plus affiliés au mouvement hip-hop comme Africa Bambaataa, The Soul Sonic Force, The Johnson Crew, qui utilisent des boîtes à rythme et des synthétiseurs tels que le DX7, le fameux Yamaha DX7 ou le Fairlight. Et c'est donc aux technologies informatiques encore rudimentaires. En fait, Maurice White, il s'arrête jamais de regarder en avant et d'être curieux. C'est tout à fait ça. Un petit peu comme Stevie Wonder qui, quand il place l'album où il y a Happy Birthday, là, ce sont des personnes qui s'intéressent. Herbie Hancock aussi, voilà, ce sont des personnes qui vont toujours chercher à développer des nouveaux sons, des nouvelles technologies. Et Maurice White, à ce moment-là, bien sûr qu'il en a un petit peu marre d'entendre du boogie funk. Voilà, il y a les productions Solar, Prélude et encore d'autres qui vont inonder les radios. Il y a aussi toute la période disco aussi où il a pas cautionné complètement. Et puis il essaye de s'échapper aussi avec des sons vraiment pop, new wave, synth pop, voilà, et qui vont l'aider, mais qui vont aussi marquer la fin d'une période, puisque à partir de 83, il y aura plus d'albums jusqu'à une renaissance un peu plus tard. Je vais encore prendre un peu de retard, mais parce que je vais vous donner un gage d'1 minute 10. On voulait pas refaire l'émission sur Maurice White. On sent quand même que votre attachement à Maurice White et l'importance qu'il a. Là, on est sur un livre sur Earth, Wind & Fire, malgré tout. Quelques mots quand même sur Phil Bailey, ou pour équilibrer, pour les fans de ce chanteur. Il y en a, on sait très bien que dans les gens qui écoutent Earth Wind, il y a des gens qui sont passionnés par ce chanteur. J'imagine que vous avez dû aussi vous pencher dessus. J'ai lu sa bio, même vous avez lu carrément, sa bio et d'autres interviews. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce chanteur qui est quand même assez iconique? Bien sûr, c'est ce qu'on appelle rapidement un falsetto. C'est-à-dire que si on voit dans les années 60 des personnes comme Eddie Kendricks qui étaient dans les Temptations, était le falsetto, la voix aiguë, est une pièce maîtresse dans les quintettes vocaux, et ça on le garde chez Earth, Wind & Fire, mais d'une autre manière.
Et Philippe Bellet a influencé aussi tous les falsettos, si on peut dire, qui vont arriver ensuite, comme chez Cameo et encore d'autres. Et donc c'est une personne qui va marquer vocalement parce qu'il a des capacités incroyables. Il est très jazz, très très influencé par Billie Holiday, voilà, toutes ces personnes-là. Il sait scatter, il sait faire beaucoup plus que ce qu'il y a dans les disques. Et en 84, quand Earth, Wind & Fire n'existe plus théoriquement, ça va renaître, mais il va avoir un énorme succès avec Phil Collins, bien avec Easy Lover, Chinese Wall et encore d'autres hits, et il va se repositionner par rapport à Maurice White, puisque il a 10 ans de moins. Quand il arrive chez Earth, Wind & Fire, il est un petit peu le disciple, mais au milieu des années 80, il va se positionner comme maintenant je suis un adulte, si on peut dire, et puis je représente vraiment quelque chose dans Earth, Wind & Fire, donc les rôles vont pas s'inverser, mais en tout cas se rééquilibrer. On va écouter Fall in Love with Me. Danse à la radio, c'est très agréable. 4 ans vont s'écouler, entre 83 et 87, la musique va se transformer, le clip va contribuer à cette révolution, le monde ne parle que de Michael Jackson, Prince, Madonna, le funk façon Earth, Wind & Fire n'est pas très à la mode, sauf peut-être dans Easy Lover dont vous avez parlé, le duo entre Phil Bellet et Phil Collins, qui a effectivement cartonné à cette époque-là. Mais ils vont revenir, et ce retour ne va pas être ridicule, même si le groupe est amputé de pas mal de membres historiques, l'album Touch the World va être porté par un single, System of Survival, qui va avoir un relatif succès. Personnellement, c'est le premier album dont j'ai vécu la sortie, puisque voilà, les autres, je les avais écoutés rétrospectivement, et qui va même me permettre de les voir sur scène. Un instant, rapidement, Belkacem, sur ce retour, entre guillemets. C'est la volonté de Philippe Bellet et Maurice White qui se sont aperçus que leur carrière solo n'ont pas explosé comme il fallait, et forcément Larry Dunn, le clavier, travaille au Japon, il gagne beaucoup d'argent, il n'a pas envie de revenir, et d'autres musiciens aussi. Al McKee est parti un peu fâché, donc il va pas revenir, et donc tout ce qui va se passer dans les années fin 80 jusqu'aux années 90, ça va être de nouveaux musiciens, beaucoup de nouveaux musiciens tenus par le trio principal de Philippe Bellet, Verdine White et Ralph Johnson et Maurice White aussi, jusqu'au moment où il va partir. Il va quitter la
scène parce qu'il va contracter la maladie de Parkinson. Et donc ça aussi, ça va être une grosse étape. Donc tous les albums qui vont sortir jusqu'au milieu des années 90 sont avec Maurice White en studio, bien sûr. Mais ils vont s'adapter au hip-hop, au New Jack Swing, au R&B, et ils vont faire évoluer le son d'Earth, Wind & Fire, et ils vont pas toujours être super bien équilibrés en termes d'influence, mais petit à petit, à partir de Millennium, au milieu des années 90, là, Earth, Wind & Fire trouve la bonne combinaison entre l'ancien son, si on peut dire, et les nouvelles technologies. On va en parler, là, on va écouter quelques instants du son 80s de Earth, Wind & Fire. Certaines mauvaises langues dont j'ai pu faire partie ont pensé que Touch the World marquerait la fin de Earth, Wind & Fire. C'était une erreur. Vous avez déjà divulgué la suite. Plusieurs disques vont sortir. Vous ne les négligez pas dans votre livre Belkacem. C'est bien parce que c'est souvent des disques un peu qu'on ignore. On reconnaît bien là votre minutie. On sent quand même qu'il court un peu après l'époque. Vous me direz ce que vous en pensez après Heritage qui va décevoir tout le monde. Critique et public, hein, vous le dites dans le livre. Ils sortent Millennium en 1987, ce qui permet de mentionner... 87. Ce qui permet de mentionner une nouvelle fois la présence de Prince, puisqu'il y a un morceau Super Héros que nous avions diffusé à la fin de notre précédente émission. Vous avez choisi Sunday Morning. Que dire du groupe dans les années 90 ? Vous en avez un peu parlé. Là, on était dans les années 80. Les années 90 se portent comment ? Eh ben, curieusement, le funk, en général, il va y avoir Larry Graham, George Clinton, Maceo Parker, le funk va retrouver un petit peu de notoriété, un regain d'intérêt. Et Earth, Wind & Fire ne vend plus autant, bien sûr, hein, sur disque. Et puis, de toute façon, le marché du disque, il est plus le même que les années 70-80. Mais sur scène, ils font une bonne cinquantaine de concerts en moyenne par an à travers le monde. Et ils sont, petit à petit, célébrés par tous les Grammy Awards, de fin de carrière, etc. Ils sont invités par tous les présidents, que ce soit Bill Clinton, même jusqu'à Barack Obama. Il va y avoir des distributes avec des jeunes artistes. Exactement. Donc, voilà. Confirmé. Donc Earth, Wind & Fire, à partir du milieu des années 90, s'institutionnalise. Et donc, ils vont sortir des albums. Des fois, il va y avoir 4-5 ans entre deux albums. Mais c'est plus ça qui importe. C'est-à-dire qu'ils ont laissé leur héritage de tous les hits des années 70-80. C'est intéressant parce qu'à plusieurs reprises, vous avez fait l'analogie avec Stevie Wonder. Et c'est vraiment une carrière qui se ressemble. C'est-à-dire que les albums de Stevie dans les années 80 et 90, c'est un peu la même chose. Ils sont plus très attendus. Sur scène, ils continuent d'être plébiscités. Et puis, c'est la référence de tout le R&B et tout ça. Donc, il y a quelque chose d'assez similaire. Exactement. Et puis, c'est vrai que ils vont travailler petit à petit, surtout dans les années 2000, avec des personnages importants comme Pharrell Williams, Wyclef Jean, et puis will.i.am et encore plein d'autres. On écoute quelques secondes de Sunday Morning des années 90.
années 2000 vont aussi avoir leur lot de Earth, Wind & Fire. Illumination sort en septembre 2005, un disque où une pléiade d'artistes et de producteurs, tous influencés par Earth, Wind & Fire, viennent prêter main forte au groupe. Nous touchons déjà à la fin de notre émission. En quelques mots, Belkacem Méziane, comment résumer les 26 dernières années du groupe et surtout le décès de Maurice White et ce qui a suivi? Quand il va décéder en 2016, il y a eu un dernier album un an ou deux avant, qui s'appelle Now Then and Forever, qui est toujours tenu par Philippe Bellet, Verdine et Ralph Johnson, mais il a contribué jusqu'à l'avant-dernier. Maurice White, il a toujours tenu, et donc, comme je disais, s'il va y avoir 4-5 ans entre les albums, ils sont quand même très bons. L'album The Promise et Illumination. Illumination, pour moi, est le meilleur album depuis Raise, depuis les années 80. C'est-à-dire que vraiment, c'est un très bon album, très très bien construit, et en même temps, avec un son où on s'aperçoit qu'en fait, le son d'Earth, Wind & Fire des années 70 peut totalement être réarrangé, renouvelé par le biais de des personnes dont je parlais, comme Pharrell Williams ou Wyclef Jean. Donc c'est là qu'on s'aperçoit que c'est une réelle institution, qu'en 2016, quand Maurice White part, il laisse un héritage qui est encore pas à construire, mais à parfaire, si on peut dire, quoi. Donc moi je suis content d'avoir aussi abordé ces années-là, parce qu'on parle toujours des années 75, 79 ou 81, on va dire, et je trouve que le génie de ces gens-là, c'est d'avoir continué à être aussi bon sur scène, parce que sur scène, c'est ultra carré encore. Alors, je me permets de vous couper, parce que j'ai eu la chance de voir Earth, Wind & Fire il y a un an à Las Vegas. Puisqu'ils jouent. Et je confirme, j'ai envie de dire à ma grande surprise. C'est-à-dire, j'étais sur place, je me suis dit je vais y aller parce que voilà. Et à ma grande surprise, le show était incroyable. Ouais. La manière dont il rend hommage tout le long à Maurice White est super bien faite. Phil Bellet continue d'arriver à chanter des titres comme Reasons et compagnie. Alors bon, on sent que c'est un moment de bravoure. Bien sûr. Il tient Verdine Wright, c'est incroyable l'énergie qu'il met. Quel âge il a? Il est né en 51. Ouais, donc voilà, donc le type il tient le truc, c'est incroyable. Donc voilà, on pourrait en parler des heures. Belkacem Méziane, merci d'avoir répondu une nouvelle fois. Le but c'est de lire ce bouquin. À mon invitation, exactement. Merci beaucoup d'être venu. Je rappelle que vous venez de sortir la première biographie française de Earth, Wind & Fire et que vous rééditez On the One, votre célèbre livre sur le funk, qui est un excellent complément. Je rappelle à nos éditeurs que les afters de la musique se livre continuent de nous réunir en réel et dans la vraie vie. Le 17 avril, j'aurai le plaisir de vous retrouver, cher Belkacem, dès 19h30 dans l'after de la musique se livre au Listener, qui est une salle d'écoute haute fidélité située au 10 rue Vivienne à Paris. Nous y présenterons votre livre, répondrons aux questions du public et écouterons votre playlist en intégralité, cette fois dans des conditions exceptionnelles. Attention, place très 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 limitée. Dépêchez-vous. Pour ma part, je vous retrouve le mois prochain avec un nouvel auteur. Bonne soirée, bon week-end. À bientôt Belkacem, et merci. Merci Raphaël, merci à Fréquence Protestante. Let your backbone slip, so let